Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast historique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mobilité des présidents de la République. C'est très intéressant parce que ça permet de dire énormément sur la politique du président, que ce soit à l'échelle internationale ou de l'échelle infranationale. Ça permet de voir ce que dit la Constitution sur le rôle du président, voir des tendances anciennes, les héritages, enfin comprendre énormément de choses. Alors, c'est parti! Alors, on a deux échelles, l'échelle internationale et infranationale. Donc on va commencer par l'échelle internationale. Déjà, il faut savoir ce que dit la Constitution du rôle du président. C'est très important toujours de partir des textes. Alors, dans la 4ème République, il y a 17 articles sur le rôle du président, 3 sur la politique internationale. Alors, il signe et ratifie les accords internationaux. Préalablement, il est informé sur les négociations, c'est-à-dire il signe un truc, mais bon, il est informé des discussions. Bon, là, on est en train de préparer un truc, là, tu vois, frère, faut... Bon, il accrédite les ambassadeurs, ce qui est très important, parce que ces ambassadeurs représentent la France. Après, il ne faut pas oublier qu'on est sous la 4ème République, donc il y a bien moins de pays qu'aujourd'hui. Il dispose de la force armée, avec le président du Conseil et l'Assemblée. Alors, le président du Conseil, c'est le Premier ministre. Alors, c'est important comme pouvoir, mais il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce que la Constitution lui dit, ouais, tu peux faire des choses, mais bon, tu peux les signer, les traités. Bon, tu fais pas les négociations. Tu peux disposer de l'armée, ouais, mais il faut que tu partages le truc. Donc voilà. Sous la 5ème République, là, ça change tout, parce que le président a beaucoup plus de pouvoir, c'est un régime semi-présidentiel. Le président est chef de l'armée, même si le Premier ministre conduit la politique du gouvernement, il est garant du respect des traités nationaux et négocie et ratifie les traités internationaux. Et se charge de rencontrer les chefs d'État étrangers. Bon, pour ce qui concerne les traités, c'est un peu pipé parce que c'est pas lui qui les fait, quoi. C'est ses conseillers, c'est son administration. Lui, il est là, on lui fait, tiens, on a négocié ça. Ah, bon, c'est cool, bon, je signe. Voilà, donc il rencontre aussi les chefs d'État étrangers. Il représente la France sur la scène internationale. En effet, le président de la République est un petit peu, comment dire, la tête de gondole de la France. Il utilise l'arme nucléaire et les traités doivent être ratifiés par le Parlement ou par référendum. Ça permet d'avoir un petit garde-fou, une petite limite. Tout ce qui est de la diplomatie et de la défense sur la 5ème République est du ressort du président. Alors, qu'est-ce que dit la mobilité internationale du président de la démocratie française et de la place dans le monde? Alors, on peut prendre plusieurs exemples. On va aller... Parce que là, la leçon est assez cadrée, c'est 4ème, 5ème République, mais on peut déjà parler de Félix Faure, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup mis en place des systèmes d'alliance qui vont nous être utiles ou pas pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est utile parce que ça usait les Allemands, parce qu'il était en Russie. On a un autre président qui est très voyageur, c'est Vincent Auriol, président de 1947 à 1954, qui va aller au Royaume-Uni, en Amérique du Nord. Faut pas oublier qu'à la fin de son mandat, une jeune reine prend le pouvoir en Angleterre, Élisabeth II. Alors Coty, lui, ne va pas voyager. Guerre d'Algérie, crise du gouvernement, enfin bon, c'est pas très la joie, comme dirait l'autre. Alors, sous la 3ème et la 4ème République, il y a beaucoup de symbolique, parce que le président de la République a une fonction honorifique, il est là pour faire joli. Sur la 5ème République, il voyage de plus en plus, il y a des voyages qui sont de plus en plus fréquents. Le général de Gaulle faisait 3 voyages par an, Hollande 10 et Macron, pour sa première année, 27. La durée des voyages aussi a changé, d'1 à 3 jours, lié à l'intensification des relations internationales, parce que de Gaulle, quand il partait plusieurs semaines. Il y a aussi la multiplication des lieux de rencontre qui fait que on a moins besoin de se rencontrer longtemps parce qu'on se voit déjà souvent avec le G7 créé en 75, le G8 en 87, le G20 en 1999, le développement des institutions européennes qui permet de rencontrer les chefs d'État européens assez fréquemment à Bruxelles. Avant c'était plus bilatéral, donc c'était plus long, mais moins nombreux. De Gaulle il partait 3 fois, mais les 3 fois il y allait pas mollo, quoi. Et puis les finalités changent, parce que dans les années 90, on a une nouvelle génération de chefs d'État, comme Jacques Chirac ou Bill Clinton, qui vont partir en mode VRP. Ils vont vendre leur pays, il va y avoir l'avion avec des industriels et tutti quanti. C'est aussi un élément médiatique avec une grosse couverture, parce que c'est très important. Notre président fait ça, notre président va à l'étranger. C'est pour ça que quand Macron dit peuple de Gaulois réfractaires, ça coince. Ça coince énormément parce que c'est une grosse couverture médiatique. On a tout un protocole qui va avec, de comment on est reçu dans le pays étranger, les images, puis il y a tous les traitements médiatiques, surtout aujourd'hui, parce que la politique a été colonisée par le médiatique et le buzz. Et tout ça est complexe. Puis il y a certains incidents qui font acte politique.
Par exemple, quand De Gaulle va en Amérique latine et qu'il critique l'impérialisme des États-Unis, alors déjà, les gars en Amérique latine, ils applaudissent parce qu'ils sont tout contents, et les anti-américains en France, ils kiffent leur race. Ils sont là en mode « Ah, c'est trop bon !» Quand Chirac se clash à Jérusalem, alors là, il fait plaisir à beaucoup de monde. Déjà, il fait plaisir à tous ceux qui critiquent la politique d'Israël, il fait plaisir à ses copains arabes, parce qu'il y a quand même de bons rapports avec le monde arabe, notamment avec le Liban. Et donc, voilà, ça fait un acte politique important. Tout ce qui se passe dans ces voyages-là a un acte et une conséquence politique importante. Alors, maintenant, on va parler des mobilités en France. Alors, ça va être un petit peu plus court parce qu'on retrouve les mêmes logiques. La Constitution donne des prérogatives au président qui va s'en servir. On a une évolution des voyages qui vont quand même évoluer avec le temps, par rapport déjà aux moyens techniques, par rapport au traitement médiatique aussi, et l'évolution. Aujourd'hui, le président qui veut aller à Marseille, ça va beaucoup plus vite s'il prend le TGV par exemple, qu'à l'époque où il prenait le train, et puis tu avais toute la symbolique quand ça rentre en gare, alors qu'aujourd'hui, la moitié de nos gares sont fermées, mais bon, bref. Donc, il y a la tradition du bain de foule, il y a le voyage en province, une tradition qui marque l'héritage républicain. Surtout à l'époque où le président faisait joli, c'était bien de le faire venir. Il y a tout un protocole d'accueil très réglementé. On met en avant les artistes locaux, la fanfare locale qui va les faire jouer un petit coup de trompette quand le président va arriver, les enfants qui vont chanter la Marseillaise, ou qui vont chanter, qui vont être là, tout beau, tout mignon, on va les avoir briefés. Voilà, il y a le producteur local qui va offrir ses produits au président en espérant pouvoir se taper un petit contrat qui lui fera du bien, parce que bon, financièrement ça peut être la hesse comme on dit. Il y a le principe de don et de contre-don, voilà, donc tenez, on vous donne du miel de notre bon producteur. Et puis en échange de ça, le président il donne la Légion d'honneur par exemple. Il va donner peut-être obtenir des financements, des bourses et tout ça, donc voilà. C'est un héritage séculaire. C'est-à-dire que là, la République n'a rien inventé. La République reprend ce qui se faisait à l'époque du roi, où le roi allait en province voir ses sujets, toucher les malades pour les soigner. Elle n'invente rien, la République, sur ce coup-là. On peut prendre l'exemple du Tour de France de Charles IX de 1564 à 1566. Lui qui a été roi de France de 1560 à 1574, c'est le roi de la Saint-Barthélemy. Tuez-les tous pour qu'il n'y en ait aucun qui me le reproche. Quoi ? Il n'était pas très gentil. Bon, alors, ce Tour de France, littéralement, avait 3 objectifs. Faire connaître le roi Charles, qui était très jeune, plutôt faible, parce qu'il ne faut pas oublier que lui et son frère sont morts prématurément de maladie. François II, c'est encore plus violent, parce que l'autre, il a chopé une otite, ça l'a... Réconcilier les Français dans un contexte difficile de guerre civile, et aussi de la politique, parce que quand il fait ce tour-là, il rencontre les rois ou les ducs du coin. Voilà, quand tu approches de la Savoie, tu vas aller voir le duc de Savoie. Donc voilà, c'est un héritage séculaire, donc comme je vous ai dit, donc voilà, que ce soit le roi ou le président qui va à l'intérieur des territoires pour aller voir la population, échanger avec elle, et puis il y a tout le décorum et toute la fête qui va avec. En conclusion, la République a peu inventé au niveau des mobilités internes. Elle a repris les héritages de la monarchie. En ce qui concerne la mobilité internationale, elle a dû inventer un petit peu du fait de l'évolution du contexte international. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est très mal vu si le président n'est pas là au moment d'une crise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!